Alors voilà, je m'appelle Jean-Pierre Alamand, je suis vice-président de Connaissance 3. Connaissance 3, c'est l'université du troisième âge, et si nous sommes là ce soir, c'est parce que c'est Connaissance 3, dans le fond, qui a lancé ce film et qui a commandité ce film à une équipe qui a fait un travail magnifique d'ailleurs. Pourquoi Connaissance 3? Parce qu'on organise des conférences, des visites, des voyages, notamment à l'intérieur, pour des gens de la troisième génération. Et la troisième génération, c'est ceux qui sont entrés à la retraite, et c'est précisément cette génération-là qui a vécu le plus fortement et le plus directement les années Schwarzenbach, puisqu'on était tous au travail à ce moment-là, et qu'on a été évidemment bouleversés par cette opération qui a beaucoup touché les gens. Et dans les discussions que nous avons eues à Connaissance 3, les gens ont dit, et si nous faisions un film ou une opération là-dessus? C'est comme ça qu'on a commandité mon voisin, et je vous laisserai vous présenter pour dire comment les opérations sont conduites, avec un historien, votre collègue, et une équipe évidemment qui a tourné le film, qui a donné ce film, je crois qu'on peut dire magnifique, qui a un succès d'ailleurs extraordinaire. Pour l'histoire, il a donc passé à Söder aussi, parmi les films suisses. Il sera traduit, il y aura une traduction, enfin un sous-titrage en allemand, pour qu'il puisse passer en Suisse allemande, peut-être en italien, ça on verra, mais pour dire que tout à coup, les gens ont pris conscience que c'était des années extrêmement importantes, et peut-être par le ton du film, je crois que tout le monde l'a vu, y compris ceux qui ne sont pas ici maintenant, mais qui étaient devant leur télévision, ont pu constater que la très grande force de ce film, c'est dans le fond de ne pas avoir passé à l'agressivité, c'est simplement de dire aux gens, voilà ce qu'on a vécu, voilà ce que vous nous avez fait, sans plus. Et c'est déjà bien assez pour que les gens soient très touchés et en parlent chez eux. Alors l'idée aussi, juste en passant, c'est que ce film a été fait pour les écoles, il est diffusé dans les gymnases, et l'idée c'est qu'une génération entière, qui est évidemment celle de nos petits-enfants, enfin pour ce qui me concerne en tout cas, prennent connaissance de Schwarzenbach. Ils ne savent absolument pas ce qui s'est passé à ce moment-là, ils ne savent pas ce que ça peut vouloir dire, et surtout ne se méfient pas du tout que aujourd'hui, il puisse y avoir un lien entre cette période-là et ce qui est en train de se passer maintenant à l'égard des populations étrangères. On n'a pas besoin de s'étendre là-dessus, je crois que tout le monde voit comment on en a souvent peur dans ce pays, et c'est une manière de montrer à quel point on s'est trompé. Qui oserait dire aujourd'hui, les Italiens, les Espagnols sont des gens qui nous menacent? C'est une absurdité totale, évidemment, ça l'était à l'époque, mais à ce moment-là, les gens en avaient peur. Aujourd'hui, on a transféré cette peur sur d'autres pays. Alors voilà, disons, de manière très raccourcie, un peu comment ce film a démarré, et Salvatore peut donner la suite pour dire comment les choses se sont construites. Très bien, merci beaucoup pour cette introduction. Moi, Salvatore Bevilacqua, sociologue, j'ai été contacté par le coordinateur du projet, Bruno Cortesi, qui est historien, pour l'encadrement sociologique au départ, pour collaborer à la mise sur pied du scénario, le contact avec les témoins et les associations. Je suis moi-même issu de l'immigration, je suis un secondo, comme on nous appelle, secondo, donc la deuxième génération. Donc pour moi, ça avait aussi une valeur tout à fait personnelle, très particulière, de pouvoir contribuer à la réalisation de ce film. Et j'ai été très heureux de nouer des contacts très forts, non seulement avec l'équipe, c'est un travail collectif, donc Bruno Cortesi, Luc Peter et Catherine Dominis, qui sont les cinéastes, mais aussi avec toutes les personnes, les 10 personnes qui nous ont accompagnés tout au long de ce parcours, de ce travail. Donc nous avons ici Salvatore Cali, mais il y a d'autres personnes, pas toutes d'origine étrangère, il y a aussi des personnes, des deux femmes, l'une d'origine hollandaise, épouse d'un Italien, une autre femme d'origine zurichoise, suisse alémanique, épouse aussi d'un Italien. Donc nous avions à cœur, sans avoir les moyens de faire un travail représentatif sur le plan statistique, avec une poignée de témoins, c'était évidemment pas possible, mais d'avoir des témoignages extrêmement diversifiés qui soient
qui respecte à la fois l'équilibre des communautés d'alors, c'est-à-dire essentiellement italiennes et espagnoles, mais aussi un certain équilibre au niveau des sexes, hommes-femmes, quelques témoignages de la deuxième génération aussi, des professions, enfin des profils professionnels différents aussi. Il y a des ouvriers, mais il y a aussi on va dire des personnes avec des artisans, enfin des professions plus spécialisées, pas seulement des personnes avec des professions peu qualifiées, comme on l'imagine souvent en ce qui concerne cette période. Et pour nous, c'était important que les personnes choisies, parce qu'il y a une forme de sélection, évidemment, pour des raisons liées au respect de cette diversité, que les personnes choisies puissent participer à la réalisation du film lui-même, c'est-à-dire de participer pas à pas aux étapes de construction du film, c'est-à-dire on leur a envoyé par exemple à chaque fois des extraits du film qui étaient en train de se faire pour qu'elles puissent intervenir, le cas échéant, donner leur avis, leur opinion, de faire en sorte que cela, elles puissent s'identifier, se reconnaître aussi, non seulement dans leur témoignage, mais aussi dans la fabrique, j'ai envie de dire, la fabrication de ce film. Je voudrais terminer simplement en disant, même si la période dont traite ce film est une période révolue, c'est-à-dire ça remonte aux années 70, il y a 40 ans de cela, on peut évidemment voir certaines analogies avec le phénomène de la xénophobie actuelle, même si les contextes sont différents, le contexte économique, la pluralité aussi des communautés étrangères est un élément différent qui différencie l'actualité des années Schwarzenbach. Dans le même temps, on voit énormément d'aspects qui sont récurrents. La peur de l'Überfremdung, la surpopulation étrangère, elle revient systématiquement avec d'autres termes. Les reproches, par exemple, que l'on fait aux étrangers d'alors, par exemple, qu'ils veulent profiter du système social, ça c'est quelque chose qui malheureusement est aussi récurrent. Qu'ils sont sales, qu'ils sont bruyants, qu'ils sont dangereux pour les femmes, pour les filles, etc. Donc on peut s'amuser, entre guillemets, en tout cas c'est un des objectifs pédagogiques du film, c'est que les enseignants puissent travailler avec ce support, ce document, pour établir des points de comparaison avec la réalité actuelle. Voilà. Peut-être qu'on pourrait vous demander à vous qui avez participé à ce film, ce que ça a représenté pour vous, puis après on passera à vous qui avez été dans le fond un public dans le quartier, qui avait vu ce film, et comment vous avez réagi à ça, peut-être tout à l'heure. Alors c'était une magnifique opportunité de pouvoir s'exprimer sur ces années-là, vu que j'étais en classe, j'étais à l'école, j'étais scolarisé lors de la première initiative et de la deuxième. Donc j'ai vécu ça dans la cour de l'école. Donc pour moi, quand j'ai discuté avec Salvatore, c'était bien de pouvoir donner un témoignage, surtout pour les générations d'enfants qui sont dans la même situation où j'étais moi quand j'étais à l'école. Donc ça, c'était très intéressant de pouvoir témoigner pour eux, pour dire, écoutez, oui, c'était comme ça, c'est peut-être encore comme ça maintenant, je ne sais pas, mais de pouvoir leur dire, beaucoup de gens avaient passé avant eux parce qu'il se passe peut-être ou parce qu'ils subissent peut-être en classe actuellement. Donc c'était l'occasion de pouvoir témoigner dans ce sens-là, et c'est dans ce sens-là que je l'ai fait. Excellent. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir et prendre position tout de suite sur le film que vous avez tous vu tout récemment. On commence par vous peut-être. Oui. C'était très intéressant, donc c'est vrai que ça reflète ce qu'on a vécu, quoi. Je veux dire, on a subi ça, et puis ça reste gravé en nous, hein.
C'est pas quelque chose qu'on oublie. Parce que vous êtes vous-même Moi, je suis immigré. Donc, immigré. J'ai vécu la première initiative en étant à l'école et puis la deuxième en étant en apprentissage. Ouais. Et c'est vrai Ici à Lausanne. Ici à Lausanne. Et c'est vrai que les deux comment dire, les deux initiatives n'étaient pas les mêmes pour moi. Je veux dire, à l'école, c'était un truc, un thème, et puis au travail, j'avais affaire au monde des adultes, et puis là, c'était encore autre chose. Quoi, je veux dire. C'était encore plus prenant, quoi. C'était plus virulent? C'était plus virulent. Ah oui? Ouais. À l'école, ça restait au niveau de la cour, quoi, de récré, en dehors. Mais au niveau du travail, on avait quand même affaire au monde des adultes. Et les adultes, ben voilà, quoi. On a quand même pas mal subi. On a quand même, j'ai eu des moments très difficiles. Ouais. Alors voilà. Mais j'ai trouvé que le film était magnifique. C'était bien fait. Et vous, madame? Oui, pour moi aussi, c'était vraiment très touchant d'entendre tous ces témoignages et de voir justement tous ces points de comparaison avec ce que les étrangers peuvent vivre actuellement, justement. Et notamment aussi ce que vous avez dit de vos années à la petite école. Et je me rends compte que c'est tout à fait d'actualité parce que moi, je travaille aussi dans le domaine de la petite enfance. Ouais. Et il y a beaucoup plus d'étrangers maintenant, hein, dans les garderies, dans les écoles, surtout en ville de Lausanne, plus que dans les périphéries, dans les villages alentours. Il y a vraiment, on peut dire que certains quartiers, il y a une majorité d'étrangers en classe. Et par exemple, avec les enfants dont je m'occupe, j'ai déjà entendu parmi les enfants de dire, c'est des enfants qui sont issus de l'immigration, mais ils disent je suis suisse. Je suis suisse. Quand on parle de nationalité, c'est bien. C'est souvent des enfants d'origine colombienne, d'origine éthiopienne, d'origine africaine. Et souvent, quand on est sur des thèmes sur la nationalité ou des choses comme ça, parce qu'on parle de leur famille, de la famille, et souvent les enfants, effectivement, ils ne se rendent pas compte. Ils sont là et ils se sentent suisses comme les autres. Et même, on sent qu'ils sont touchés quand on leur dit oui, mais tu es aussi d'origine équatorienne, tu es aussi d'origine colombienne, tes parents ils viennent de la Colombie ou de l'Équateur. Et ils l'entendent, c'est comme s'ils se disent oui, tes parents ils viennent de la Tunisie ou du Maroc, comme ça. C'est comme s'ils l'entendent, mais en même temps, ils s'identifient aussi, et même je dirais plus, au pays dans lequel ils sont. Et c'est incroyable parce que justement, à un moment donné, je me suis dit, je vais arrêter de parler tellement nationalité avec les enfants parce que j'ai senti que c'était pour eux un point qui était dérangeant, qui était même... on sentait qu'ils s'étaient touchés dans leurs sentiments par rapport à ça. Donc je me suis dit, je vais en parler seulement si eux, ils s'en parlent, ou s'ils soulèvent, ou s'ils veulent s'identifier par eux-mêmes, en me disant, ah, madame, j'ai aussi un autre pays. Parce qu'effectivement, chez plusieurs, j'ai senti ça et je me dis, c'est justement au niveau de l'enfance, déjà, c'est quelque chose qui se vit. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans le fond, c'est aussi un âge où être comme les autres, ça fait partie absolument d'une étape dans la et que les enfants aient été principalement touchés, oui. c'est probablement pour cette raison. Oui. Ouais. Tout à fait. Si je peux ajouter, c'est ce qui explique peut-être, même si je le répète, ça n'a aucune valeur représentative, la réaction beaucoup plus forte, beaucoup plus virulente de personnes comme Salvatore Calli, qui au fond étaient tout petits au moment des initiatives Schwarzenbach, ou comme Pierangela Saccellini, qui est carrément parti, enfin, par rapport à la première génération qui était plus stoïque quelque part, qui était plus dans la logique du sacrifice et donc qui a supporté avec plus d'héroïsme entre guillemets quand elle n'est pas repartie au pays, ces humiliations, ces affronts. Alors voilà, c'était juste pour amener cet élément. On a été c'était un peu la surprise au moment de la réalisation de ce film de voir que les Secondo avaient plus de rage, en fait, conserver plus de rage en eux. Parce qu'en fait, l'intégration, elle doit se faire à l'école.
depuis l'école enfantine. Bien sûr. Et puis là, déjà, on parle de nationalité. C'est déjà dramatique de parler de nationalité à l'école enfantine. L'intégration, chez nous, elle doit se faire déjà à l'école. On ne doit pas dire, ouais, toi, quand on demande la nationalité, c'est presque criminel. Alors là, ils ont de la chance parce qu'ils sont, comme vous dites, en majorité. Mais quand moi j'étais en classe, on n'était pas en majorité. Donc, c'était le pestiféré, je veux dire. On était 3 à lever la main, mais nous aussi on est suisse, non, non, pas vous. Donc, sur une classe de 15, 16, vous êtes 2, 3. Vous êtes en minorité, vous êtes encore plus écrasé. On vous fait bien sentir que toi, tu ne fais pas partie de l'équipe. Hein. Donc, c'était plus pénible dans ce sens-là. Aujourd'hui, dans certains quartiers, comme vous dites, ils sont en majorité. Vous parlez de la nationalité. Oui. Moi, je suis pour pas parler de nationalité puis d'intégrer. Tu sais ce que je pense de ces choses-là. Moi, je pense que les gens qui sont nés ici devraient recevoir le passeport automatiquement. C'est ma façon de penser. Et puis faciliter, tous les naturaliser le plus vite possible pour faciliter l'intégration. Maintenant, nos politiques sont comme elles sont, et puis voilà. Et il faut du temps pour que les idées avancent, surtout dans des domaines comme ça. Mais vous qui avez été, alors vous avez été là comme adulte, hein? Moi j'étais comme adulte, et puis si vous voulez, ça ne m'a pas touché en plein fouet, si on veut dire. Pourquoi? Je suis un artisan. Et j'ai vécu cette période avec une certaine sécurité, parce que je ne vivais pas sur les chantiers, je n'étais pas dans les fabriques, j'étais pas... Mais par contre, j'ai rencontré, je suis dans le milieu de la haute couture, et puis il y avait des personnes qui y vivaient en étant suisses, et puis des dames, des entrepreneurs et tout ça. Il vivait une préoccupation terrible. Il dit comment on peut faire si ce monsieur il va gagner. Mais et je me souviens exactement, je peux le dire même les noms de ces gens-là, comme par exemple la femme de Jobelina, la femme de Studman, des grandes personnalités de l'entrepreneur, madame, qui est encore vivante, elle passe encore chez moi, je ne me rappelle pas le nom. Et elle vivait cette période avec une peur en pensant qu'une initiative pareille... Que l'initiative Schwarzenbach pouvait passer. Voilà. Ouais, ouais. Mais moi, personnellement, j'ai eu aucune crainte parce que j'étais dans un milieu artisanal. La couture, elle n'était pas touchée, disons. C'était la petite... organisation où j'étais, c'était pas la grande fabrique qu'on pouvait être. C'est pour ça que je n'ai pas souffert le problème. Je l'ai vécu comme observateur. Observateur, et puis moi je suis un petit peu la pousse qui tac, et l'agresse aussi. Et quand j'avais l'opportunité, je disais que ça ne tenait pas debout. Il y a eu des discussions, parce que j'étais quand même très concerné aussi. Mais personnellement, ça ne m'a pas touché. Le fait de M. Jem, là. On l'appelait M. Jem. Voilà. Ce que vous dites maintenant, c'est que dans le fond, la peur, elle a d'abord touché ceux qui craignaient pour leur travail. Pour le travail, même l'entrepreneur. Les entreprises, ils étaient formés sur cette base-là. Il fallait reconnaître les gens que j'attendais, moi. Et les gens qui... Et on voulait mettre à la porte, disons, à part les sacrifices qu'ils faisaient. Mais c'était des gens qui amenaient de la compétence, ils amenaient du travail vrai, disons. Et c'est ça que je peux déduire, moi, personnellement. Pour les bons, des gens intéressés par intérêt, de l'un et de l'autre. Mais je n'ai pas été jamais syndicaliste, j'ai pas vécu ça. Alors c'est vrai que les milieux syndicalistes sont ceux qui ont été très touchés par ça. Voilà, c'est pour ça. Je sais que dans beaucoup de syndicats, on n'a même pas osé mettre cette question en discussion, en craignant très fortement que le oui à l'initiative Schwarzenbach l'emporte. Les gens, parmi les syndicalistes,
simplement parce que c'était ceux qui craignaient de perdre leur emploi, et c'est là que se situait l'essentiel. C'est ça que j'ai pu attendre, moi. Principalement. Mais vous-même? Moi-même. Bonsoir tout le monde. Oui. Moi, je travaille au centre socioculturel, Oui. ici dans le quartier. Puis j'ai été également très touchée par, comme disait René avant, par ce documentaire. Cela par plusieurs raisons. Une est liée au fait que j'ai grandi au Tessin. Je viens du Tessin. Ma mère était chinoise, mon père italien. Et il a aussi vécu de plein fouet à cette époque-là. Et j'étais très touchée aussi par votre témoignage, entre autres, parce que je suis née plus que 10 ans après, mais j'ai quelque part vécu en tant qu'enfant qui se construit entre plusieurs cultures, et où le regard de la société par rapport à un des deux parents n'est pas un des meilleurs, voire souvent c'est un regard méprisant qui est porté sur les parents. C'est très difficile pour un enfant de voir que la société, quand un des deux parents est rejeté par une partie de la famille ou par l'école ou par un certain regard de l'école, de la société en général. Puis je pense que on peut parler d'origine avec les enfants de façon dévalorisante, comme celle que vous avez vécue sûrement, ou de façon valorisante dans le sens de les accompagner à comprendre que c'est une richesse, de pouvoir puiser dans plusieurs cultures pour se construire, que cela c'est une ressource, ne serait-ce que par le fait qu'on parle plusieurs langues, déjà tout petit, qu'on est bilingue, qu'on est trilingue, qu'on arrive à très bien comprendre la culture de maman, de papa, des parents ou de la maîtresse. Donc c'est de se construire entre plusieurs cultures, on a tous, c'est une ressource, mais il faut qu'il y a des adultes autour qui accompagnent les enfants pour le comprendre. Et je pense que ça passe beaucoup par la valorisation de cette réalité. Mais ça veut dire aussi, dans ce que vous dites, qu'au Tessin, qui parle italien, on le sait, le rejet des Italiens a été de même nature qu'ici. Est-ce que c'était Parce que souvent ici, on se dit, ça n'aurait pas pu se passer avec les Français, parce qu'ils parlent la même langue que nous, on ne serait même pas aperçu. Et puis en Suisse allemande, on dira, avec les Allemands, c'est encore une autre histoire. Mais au Tessin, vous avez le sentiment que votre père s'est senti rejeté, comme s'il avait été dans le canton de Vaud ou... Encore plus. Hein? Encore plus. Encore au plus. Tessin. Au Tessin, et c'était un des cantons qui a soutenu l'initiative. Je ne peux pas parler, je ne peux pas me prononcer sur si c'était plus ou moins parce que je n'étais pas Vous n'étiez pas là. Mais je peux dire que oui, le regard, un certain regard de la part de certains enseignants ou de la famille ou de certains camarades au travail était certainement méprisant par rapport à certaines attitudes, à certaines façons de s'exprimer, à certaines idées, à certains modes d'être, puis de s'exprimer, ça sûrement. Oui. Surtout par rapport à ceux qui est Italie du Sud. Je pense qu'au Tessin aussi, si on disait qu'on venait de Milan, c'était différent. Ouais. C'est pas la même Italie au nord et au sud. Pas la même Italie au nord et au sud. Disons, reçue par ceux qui ont soutenu les années Schwarzenbach. Et alors ça, je crois que c'est un élément transversal qui, dans l'histoire de l'immigration italienne, non seulement en Suisse, mais aussi aux États-Unis, par exemple. Je me suis aussi intéressé à l'immigration italienne aux États-Unis. Et cette catégorisation a été littéralement, par exemple aux États-Unis, introduite dans le système politique d'immigration, où il fallait clairement distinguer la provenance italien du Nord ou italien du Sud, dans les papiers. Et en Suisse, ce n'était pas à ce point-là, mais on le retrouvait finalement dans l'attitude sociale différente envers les Italiens du Nord, qui étaient là avant aussi, souvent plus qualifiés, avec les professions plus qualifiées. Les Italiens du Sud, je me permets une petite parenthèse comme ça historique, sont arrivés en masse à partir des années 50 et surtout 60, où à partir des années 60, ils ont formé la grande majorité de la population immigrée en Suisse, et avec une culture complètement différente, déjà souvent peu qualifiée,
une culture différente, une manière aussi d'occuper l'espace public, plus bruyant, en tout cas considéré comme tel, avec des habitudes alimentaires différentes, une manière, comment dire, un rapport à la santé, à la manière d'exprimer comment dire, la maladie ou la santé, la souffrance qui choquait à l'époque, par exemple dans les hôpitaux. On n'avait pas l'habitude de voir, je ne sais pas, des femmes qui hurlaient lorsqu'elles se sentaient mal ou lorsqu'elles accouchaient. C'était quelque chose qui était perçu en Suisse comme primitif, comme barbare. Donc voilà, c'est quelque chose, juste pour relever, qui a été, je pense, extrêmement important dans la genèse un petit peu de la montée d'une xénophobie anti-italienne à ce moment-là. C'est vrai que même dans ce film, n'apparaissent pas, il y a une chose qui n'apparaît pas, c'est tous les apports que la venue du monde italien et espagnol a amené dans ce pays. Je pense par exemple dans les magasins. Jamais on n'aurait trouvé du poisson et certains produits comme on les trouve aujourd'hui s'il n'y avait pas eu et les Italiens et les Espagnols dont ça fait partie. Alors cet aspect positif, on l'a rarement entendu mis en avant ultérieurement. Ben d'abord, évidemment dans le film, c'est ce qui a blessé les gens, c'est sûr, c'est d'abord de ça qu'il fallait parler. Mais il y a encore toute cette dimension-là. Je ne sais pas si même la jeune génération peut mesurer l'importance de cet enrichissement en fait, culturel. Ceci dit, est-ce que ce film qui va être présenté à des jeunes générations, est-ce que ça présente un intérêt à vos yeux? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir, ou bien le fait qu'on le monte dans les écoles, qu'on en discute, est-ce que ça a un sens avec ce qui se passe maintenant, ou pas? Ah oui, ça a un sens, bien sûr. C'est-à-dire? C'est un sens pour que les jeunes puissent comprendre ce qui s'est passé en amont, puis ce qui va se passer plus tard. Donc eux-mêmes pourront réagir différemment, peut-être pour des votations ou pour des initiatives qui pourraient venir. Ouais. Donc quand on les montre au gymnase, ils ont quel âge les gymnasiens environ? 17, 19? 16, 17. Ouais. Donc c'est intéressant, vu qu'à 18 ans ils ont leur majorité civique, donc c'est intéressant de leur montrer ce qui s'est passé, puis ce qui pourrait nous arriver. Donc qu'on leur montre à eux, oui c'est bien sûr. Ouais, ça c'est positif, ça c'est clair. C'est sûr qu'il n'y a pas que la génération d'aujourd'hui qui a subi ça, quoi. Moi j'ai une anecdote je l'ai toujours là, ça me blesse toujours. Moi j'habitais au chemin du Mont-Pas quand je suis arrivé en Suisse en 66-67. Et en dessous de l'immeuble, on avait un petit bar de quartier, une petite pinte, où à l'entrée il y avait un panneau quand même, c'était marqué interdit aux chiens, aux Italiens. Donc ça c'est je veux dire, au jour d'aujourd'hui, moi, voilà, ça me... Excusez-nous de rire, mais non, mais il faut rire, mais à ce moment-là, c'était, quand je disais à mon père, pourquoi on ne peut pas y aller, bah voilà, on ne peut pas y aller. Et c'était terrible, c'était terrible. À l'école aussi, quand moi j'ai aménagé, j'étais habité à Montélie, j'allais à l'école à Malais, voilà quoi. Tu viens de où? Bah, de Montélie, au fond. Étranger, le seul étranger de la classe, au fond de la classe. On a subi ça. Et les jeunes, ouais, au jour d'aujourd'hui, bah, faut qu'ils sachent qu'il y a pas de quoi. Même aujourd'hui, on a subi aussi ça. Il y a quelques exemples, comme tu as dit, tout récent, une fille qui vient de Madagascar, il était agressé à l'école depuis par 4 copines d'école. 4 copines d'école. Ouais. Ils ont agressé cette petite, mais elle est tellement charmante. Peut-être qu'elle est un petit peu plus soigneuse, plus... ils l'ont agressée, ils l'ont tabassé. Ici, ça fait tout le sang. Et sans qu'on connaisse d'autres raisons aucun motif, seulement parce que peut-être qu'elle ne participait pas à leur petite organisation, elle n'a pas voulu participer, elle était plutôt silencieuse, il a dit moi je ne veux pas participer à ce que vous faites. Ils l'ont agressée. Et tabassée, elle est soignée par un psychologue ou psychiatre. Et vous qui vous occupez d'enfants, vous avez eu l'occasion d'observer des choses semblables? Entre les enfants, pas tellement. Bon, c'est la petite enfance, donc c'est des enfants de 2 ans pas là que ça se passe. À 6 ans, ils ne sont pas encore si virulents que les plus grands. Mais j'ai entendu quand même de la part de mes enfants
même en étant à l'école ici, justement, où il y a des majorités d'étrangers, ils m'ont quand même témoigné qu'ils étaient quand même témoins des fois d'une certaine agressivité raciale, peut-être pas directement contre eux, mais ils sont vus envers d'autres de leurs camarades. Et donc, parmi les élèves étrangers aux Suisses, c'est pas seulement les Suisses qui peuvent être, qui peuvent avoir cette attitude. Aussi entre étrangers, ça arrive. Et aussi, ils m'ont raconté aussi de la part de certains enseignants encore. Et je parle de 5 ans en arrière, où il y a eu de malentendus et des sous-entendus par rapport à la question du fait que les enfants ils sont étrangers. Et j'ai senti aussi un malaise dans mes enfants, même que mes enfants ils sont aussi moitié suisse, moitié dominicain, parce que je viens de la République dominicaine. Ils sont aussi quand même se sont sentis souvent comme ça dans la construction justement de leur identité, un petit peu un porte-à-faux comme ça, comme s'ils sentaient justement qu'une partie d'eux-mêmes n'était pas acceptée de la même façon que quelqu'un qui était suisse de pur souche, par exemple. Et pour faire aussi les parallèles avec ce que vous avez dit, comme on identifiait à l'époque les étrangers aussi comme des gens qui voulaient profiter, je peux témoigner moi-même de quelque chose qui m'est arrivé et qui m'a vraiment choquée, vraiment, parce que donc mon ex-mari, il était suisse et je me suis divorcée de lui en 99 et 4 ans après, il est décédé. Et à cette époque, j'étais à l'aide sociale, j'étais au chômage et à l'aide sociale, parce que mes enfants, ils étaient encore petits, c'était vraiment une période difficile à cette époque. Et l'assistante sociale, à l'aide sociale vaudoise, quand elle devait me donner les renseignements pour me dire les droits, que les enfants ils avaient le droit à une rente, que j'avais le droit à une rente, elle a beaucoup hésité déjà à me donner les informations correctes. C'est après que je me suis rendu compte. Et avant de me donner les informations, les premières choses qu'elle m'a demandé, c'est « Vous ne voulez pas retourner dans votre pays, madame, maintenant avec vos enfants, maintenant que leur père est mort ?» Et ça, je vous parle de 2003. L'assistante sociale, elle m'a dit « Vous ne voulez pas retourner dans votre pays maintenant, vous avez de la famille là-bas. Pourquoi vous ne retournez pas avec vos 2 enfants dans votre pays ?» Moi, j'étais vraiment choquée. Je pense, j'ai juste pu dire « Mais madame, mes enfants, ils sont nés ici. Ils sont suisses, parce qu'en plus, mes enfants, ils avaient la nationalité, parce que leur père, il était suisse. Ils sont aussi une partie de leur famille ici. Ils sont leurs grands-parents, des cousins, des oncles, ici. J'ai dit, même moi, j'ai mon frère qui habite ici, ma soeur qui habite ici. Pourquoi vous me proposez une chose pareille? Ça, c'est toujours la question que devant. Quelle réponse? Ben... elle n'avait pas vu qu'elle... Oui, non, elle a, je sais pas, elle n'a pas répondu directement, ouais. Elle a passé à autre chose. Mais après, en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais comment c'est possible? Les pères de mes enfants viennent de mourir, je me retrouve veuve, parce que j'étais toujours seule, même que j'étais divorcée, j'étais toujours seule, avec 2 enfants de 9 et 10 ans, qui sont nés ici, qui ont fait leur école ici, qui ont des racines ici, qui sont une identité ici, et que leur père en plus vient de mourir, et tout ce qu'on leur propose, c'est repartez avec votre mère chez vous, quelque part. Même vis-à-vis de mes enfants, j'ai trouvé ça mais vraiment choquant. Et ça m'a beaucoup blessée, hein. Ça m'a beaucoup blessée quand j'ai vécu ça. Mais c'est, ouais, malheureusement, c'est révélateur du fait que voilà, les personnes qui sont un petit peu dans une situation comme la vôtre, disons, partagées entre 2 identités, à plus forte raison vos enfants, ce qui a prévalu, c'est leur identité d'étranger face à un certain type de pouvoir, d'imposition d'un pouvoir, je dirais, administratif. Ce qui a prévalu, c'est leur identité d'étranger et leur réalité
d'enfants nés en Suisse, éduqués en Suisse, enfin Suisse aussi, a été complètement gommé. Et ça, oui, parce que c'est très choquant. C'est très, je peux comprendre à quel point on se sent vraiment attaqué en fait. Non. Parce que l'intégration, elle ne se fait pas. Le voilà. problème, il est là. On ne veut pas faire on formalise quelque chose qui vous n'est voyez, pas de l'intégration. vous me parlez de ça. Mais moi, j'ai servi à Thun, j'ai fait l'armée en Suisse. Et le seul endroit où je me suis senti suisse, c'était à l'armée. Ça vous fait rire, mais c'est sérieux. Le seul endroit où j'étais bien, c'est parce qu'on était à l'armée, on était tous la même chose. Hein. Donc, et là-bas, je me suis senti suisse vraiment à 150%. Encore dans la vie aujourd'hui civile, comme l'histoire, où si je vais dans une boulangerie, ça faisait 10 ans que j'allais dans une boulangerie, et puis il y a cette dame qui me regarde, puis qui me dit, pourtant je parle un français qui est notable, enfin, hein. Oui. Je parle vaudois, bien. Hein. Oui. Puis elle me dit, mais j'ai l'impression que vous avez un drôle d'accent, puis je la regarde, puis je dis, ouais, l'accent d'ici, non, vous avez un accent, vous êtes étranger, comme ça. Puis je dis, ouais, la figure, oui, en effet, je suis peut-être pas vaudois vraiment à 150%, mais elle voyait la figure, donc pour elle entendait un accent qui n'était pas d'ici. Ouais, fou furieux, hein. Je l'ai béni comme il faut, et puis je suis parti, mais ça faisait des années que j'allais dans cette boulangerie. Aujourd'hui encore, si on vous regarde, même si vous parlez la langue, on sous-entend toujours que vous êtes étranger. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'intégration, on a de la peine à la faire. En Suisse, on n'intègre pas nos étrangers. Le problème, il est là. On peut revenir peut-être tout à l'heure sur cette, dans le fond, sur cette peur, parce que quelque part, ça ressemble à ça. Derrière tout ça, il y a de la peur. Je ne sais pas si c'est une peur. Enfin, écoutez, c'est peut-être... Je ne crois pas que c'est une peur. Mais j'aurais voulu vous demander si vous qui vous occupez aussi d'adjoint maintenant, si vous avez le sentiment que ce débat, ce qui vient d'être dit, et vous en trouvez également des reflets dans vos activités quotidiennes. Je pense que le film, il a le mérite de parler de certaines choses sans avoir peur. Et je pense que c'est un petit peu une erreur peut-être de dire, de devoir dire, parce qu'il faut dire comme ça, on est tous les mêmes. Non, on est tous différents, mais on a les mêmes droits. Et je pense que la différence, c'est une richesse. Et je pense que dans le milieu professionnel, il y a eu pas mal quand même d'améliorations qui ont été faites au niveau des mentalités par rapport à ça. Et de commencer à voir le fait d'avoir des origines différentes comme une richesse et pas comme un défaut. Oui, j'ai un accent, et alors ça signifie que je parle plusieurs langues, ça signifie que je comprends plusieurs cultures. C'est aussi prouvé que les enfants qui grandissent dans un milieu multiculturel, ils arrivent à décoder facilement des codes différents. Ils arrivent à traduire au niveau de mots, mais aussi au niveau de sens. Donc tout ça sont des compétences sociales, mais que pour qu'elles soient vraiment des compétences sociales, elles doivent être valorisées. Vu comme une richesse, c'est pas comme en défaut. La différence, c'est une richesse, c'est pas en défaut. Et aussi de se dire peut-être, c'est vrai qu'on vit dans un système multiculturel où il y a plusieurs communautés d'origine de plus en plus différentes. Et puis, c'est pas toujours facile de vivre ensemble. Et le fait que c'est pas facile, je veux dire, c'est pas en niant que c'est pas facile qu'on avance dans les choses. Oui, c'est difficile, mais où? Pourquoi? Comment on peut trouver une nouvelle formule pour vivre ensemble? Donc, chacun doit quitter quelque chose pour arriver à construire quelque chose d'autre qui n'est pas nécessairement celle qui correspond à la Suisse classique et pas non plus à quelque chose qui correspond à une autre chose. En fait, on est tous différents, c'est pas toujours facile de vivre ensemble, mais comment on peut arriver à trouver des formules pour vivre ensemble, pour que tout le monde ait les mêmes droits. Ça c'est sûr, mais dans vos activités quotidiennes, vous avez le sentiment que c'est une préoccupation qui anime vos journées, ou bien pas du tout? Ou bien maintenant, plus personne ne s'intéresse à ça? Bien sûr, moi je trouve que
moi, je trouve qu'au niveau des enfants puis des adolescents, il y a pas de discrimination entre eux pour ce que je vis au quotidien, au niveau d'origine. Au contraire, il y a une solidarité, il y a... par contre, c'est vrai que s'il y a un nom de famille qui vient de certains pays, c'est plus difficile peut-être de trouver une place d'apprentissage. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des écoles qui ont des classes où il y a la majorité d'enfants qui sont d'origine étrangère et d'autres classes dans d'autres lieux de la ville où il n'y en a presque pas. Donc il y a des écoles qui devraient peut-être avoir plus de moyens et qui n'ont peut-être pas assez de moyens pour se pencher sur certaines questions, pour arriver justement à faire de cette mixité une ressource réelle et pas quelque chose, et pas une entrave ou bien une difficulté. Après, je trouve que minimiser et dire il n'y a pas de différence, c'est pas la solution non plus, parce que il faut se pencher pour voir vraiment comment faire comment faire pour trouver des formules pour vraiment vivre ensemble et puis avoir les mêmes droits. Et surtout, il y a beaucoup de discrimination entre les étrangers même, entre la Suisse, je dirais, en tant qu'État et les étrangers. C'est vrai que c'est pas un pays qui intègre. Non, pas du tout. On n'a jamais intégré. Et qu'est-ce que c'est l'intégration aussi? L'intégration, c'est pas de faire de différence. Ça commence déjà par ça. Mais c'est peut-être une préoccupation. Alors, justement, est-ce que c'est une question helvétique ou bien est-ce que c'est une question beaucoup plus générale qui se passe, je dirais, presque dans tous les pays? Est-ce que la rapidité à laquelle s'opèrent ces changements, tout à coup, c'est vrai que si on prend, moi je suis né après la guerre, juste après la guerre, il y avait peu d'étrangers ici, par définition, pour toutes les raisons qu'on connaît. La guerre a fait que... Puis d'un coup, effectivement, il y a des gens différents qui apparaissent. Et alors, bon, cette crainte, quand on parle de peur, c'est cette crainte pour l'emploi, ces choses-là se développent. Est-ce que vous avez le sentiment que si on avait été dans un autre pays, les choses auraient été nettement différentes, ou bien c'est vraiment une recette suisse? Alors, je vais citer un de mes amis qui est français, avec qui j'ai travaillé, et il m'a dit la seule fois que je me suis senti étranger, c'est quand je suis venu travailler en Suisse. Alors lui, il est d'origine serbe, il est né en France, il a fait l'armée en France, et il s'est toujours senti français. Les Français intègrent, ça c'est vrai, les Français intègrent beaucoup mieux leurs étrangers, et déjà parce que tu as le droit du sol, donc quand tu nais en France, tu es automatiquement français. Ça c'est déjà un plus que nous on n'a pas. Et lui, il m'a dit, il est venu travailler là il y a 10 ans en arrière en Suisse, il m'a dit c'est la première fois que je me suis senti étranger, c'est en Suisse. Parce qu'en France, pourtant il a un nom qui n'est pas du tout français, il ne s'est jamais senti étranger. Donc, alors maintenant en Europe c'est beaucoup plus difficile, vu ce qu'on vit maintenant, mais c'est vrai que la Suisse reste quand même une île où le problème il est beaucoup plus lourd qu'ailleurs. Peut-être pour rebondir un peu sur ce que tu dis, je pense là, bon, faut pas. Moi, j'éviterai un petit peu de diaboliser la Suisse et puis d'angéliser la France, mais il y a quand même cet héritage politique de la politique migratoire en Suisse qui est vraiment basé sur toute une gestion de la migration temporaire, comme une main-d'œuvre finalement, qui n'était pas censé s'installer et demeurer, fonder des foyers, des familles, se réunir avec des membres de la famille restés au pays. Donc on le voit bien dans le film, hein, d'ailleurs les initiatives sont peut-être la manifestation la plus éclatante de cette politique migratoire fondée sur une présence temporaire de la population migrante, uniquement pour le travail, pour les besoins de l'économie, hein. Nous attendions des bras, nous avons... pendant 8 mois. Voilà, pendant 8 mois. Nous avons trouvé des hommes, comme disait Max Frisch. À partir de là, le processus a commencé à se faire à partir des années 70 en Suisse, mais il est encore, il me semble, très très embryonnaire. Il n'est pas encore achevé, il n'est pas encore abouti. Ce lourd héritage d'une gestion de la population étrangère comme main-d'œuvre et main-d'œuvre
flexible, main-d'œuvre temporaire, elle laisse des traces encore. Et ce qui explique, à mon avis, en grande partie, le repli identitaire d'une partie des Suisses, de la Suisse, qui, pendant longtemps, a joué, en fait, a profité aussi de cette flexibilité, et donc en pleine haute conjoncture économique. Maintenant qu'il doit faire face à cette présence stable et de longue durée, et avec des deuxième, troisième, voire quatrième générations, voilà. Ça... On doit cesser d'aborder les relations avec les étrangers comme un rapport avec de la main-d'œuvre, mais avec des gens, avec des familles, avec des. C'est bien là qu'il y a des changements attendus. Pour la Suisse, c'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est ce qui, à mon avis, est la grande différence entre la France et la Suisse, à part la question de l'obtention du droit de citoyenneté, de la nationalité. Bon, ça, mais tous les pays européens ont le droit du sol. Il n'y a que nous qui n'avons pas le droit du sol. Hein. Ah, oui. Pas tous, je crois qu'il y a... Tous, mais les Allemands, les Français, les Italiens, tous les pays qui nous entourent ont le droit du sang, je crois, mais il est nettement assoupli. Je ne sais pas s'ils sont modifiés. En Italie, ça a été durci, au contraire. Il y a des situations assez variables, mais il faut distinguer aussi ce qui est de l'ordre de l'intégration, je dirais, des droits et de l'intégration sociale, et sur le point de vue de la participation des personnes, par exemple au travail, au monde du travail. On voit en France que ce n'est pas non plus rose pour certains groupes, notamment les Maghrébins, qui sont français de plein droit. Qui ont même fait la guerre pour. Voilà. Et qui, sur le plan de l'intégration sociale et professionnelle et l'accès au même niveau, par exemple, de possibilités professionnelles et éducationnelles, sont nettement défavorisés. Je crois qu'on saisit bien le problème qui s'est posé. Maintenant, on arrive un petit peu au terme de la... si je regarde le temps qui nous a été accordé pour mener cette discussion, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez une idée ou quelque chose que vous aimeriez voir faire ou que vous aimeriez entendre défendre par les milieux politiques? Ou bien est-ce que c'est le moment? Qu'est-ce qui vous vient en tête après un film comme ça? Et quelle suite on pourrait donner à ça? Moi, je répondrai à ce que Madame a vécu, qu'elle a subi, disons, et c'était touchant, que le vis-à-vis, qu'elle s'habille d'une petite autorité, et donne des conseils pareils. Si elle rencontre un type à la place de rencontrer Madame, elle me rencontre, moi je ne la réponds pas, je vais chez un supérieur et discuter la chose. Et la perdante, ça serait seulement elle, pas la maman des deux enfants, dans les cas qu'elle a expliqué Madame. Moi j'ai eu affaire une fois à un policier, et il m'a demandé qui vous êtes. Je dis, je suis à quelqu'un d'un mètre 50, que j'emmerde personne. Et vous êtes en train de m'emmerder. Je dis, oh, excusez-moi, comme ça, au policier. Alors il a dit, vous savez que je vous en parle, que je dis, j'arriverai avant vous chez votre supérieur. Il a changé d'opinion. Ça serait long à la raconter. J'arriverai avant vous chez votre supérieur, je dis. Même si vous êtes habillé en policier, je dis. Parce que vous m'avez insulté et vous n'avez même pas aperçu. Il m'a dit, est-ce que vous avez ça chez vous? La première chose. J'étais sur le terrain de pétanque et mon fils, il avait pris mon vermoteur et moi, comme père de famille, j'ai vu qu'il a sifflé des pieds à eau. C'est moi qui m'a présenté chez les policiers. La première chose qu'il a dit, est-ce que vous avez ça chez vous? J'ai dit, de quel droit vous me parlez comme ça? Comme ça, j'ai répondu au policier. Je l'ai dit comme ça. Et puis il m'a dit, vous êtes qui? Et j'ai répondu comme je vous ai dit. Et puis il m'a dit, je vous embarque. Après, il a ça. J'ai dit, j'arriverai avant vous chez votre supérieur, je dis. Allez-y, on y va tout de suite, je dis. Ce que vous dites, c'est que les gens ne doivent pas se laisser marcher sur les pieds. Exactement, mais pas tout le monde a la possibilité. Alors, c'est toujours la personne avec qui tu as affaire. Ouais. Et vous? Moi, j'estime que c'est vrai qu'il faudrait donner la possibilité aux jeunes qui naissent en Suisse d'avoir déjà la nationalité, qu'ils soient déjà intégrés déjà au départ, pas avoir cette contrainte toute leur vie, ou bien une partie de leur vie. Ça peut-être ça aiderait à l'intégration, à ce que les gens ne se sentent pas différents.
c'est pas tellement de différence, on est tous les mêmes. Hein. Ou tous les mêmes avec d'autres racines, d'autres cultures, mais sous le fond, on est tous les mêmes. Et vous, mesdames? Bon, je crois qu'au niveau de l'éducation et de l'école, il y a beaucoup qui a été fait dans le sens que les enfants ils se sentent intégrés, qu'ils se sentent avec les mêmes droits que les autres enfants, mais je crois que c'est encore pas suffisant. Je pense qu'ils devraient avoir dans leur programme scolaire, justement, c'est très bien que ce film elle va passer au gymnase, parce qu'il faut créer une conscience parmi les enfants. Déjà les petits enfants, mais aussi les enfants plus grands et les adolescents, de cette question antiraciste, mais traitée d'une façon encore plus profonde. Je ne sais pas, dans le même programme scolaire, qu'on puisse parler de dignité humaine, de respect de l'autre, de respect de la différence, d'insister d'autant plus. Ce n'est pas seulement faire passer une fois par année en classe quelqu'un qui parle de racisme ou d'intégration, c'est vraiment de l'intégrer en tant que même thème, et que ça puisse être développé en classe avec les enseignants, discuter aussi de même les enfants, de leurs problèmes, de ce qu'ils rencontrent dans la cour de l'école, dans leur quartier, etc., qu'il y ait un espace, une ouverture pour que les enfants ils puissent s'exprimer sur ça et prendre conscience sur plein de choses, et aussi être encadrés et enseignés par des enseignants, par des personnes qui peuvent amener ces thèmes-là d'une façon positive, et aussi à créer une vraie conscience, justement, du respect de l'autre, qu'il soit étranger ou pas. Et même ça, c'est pas suffisant que ça se fasse au niveau de l'école, au niveau de l'éducation des enfants. De toute façon, le plus important, c'est la politique. Ce que les politiciens, c'est que les programmes, que la politique, elle peut amener, justement pour que les gens qui soient étrangers, qui viennent de l'Afrique, ou de l'Amérique, ou de l'Europe de l'Est, ou du Maghreb, ou de l'Arabie, que les gens ils puissent se sentir intégrés, qu'ils ne se sentent pas regardés différemment, qu'ils aient des droits, que... Oui, mais c'est l'éducation, effectivement, des futures générations, mais c'est aussi c'est des programmes dans la politique qui favorisent aussi cette intégration, l'intégration des parents. Parce que les enfants aussi, ils peuvent vivre quelque chose à l'école, mais s'ils sentent que dans la société, dans leur travail et dans la société même, dans l'espace public, leurs parents sont regardés différemment, que leurs parents sont méprisés, que leurs parents se sentent moins que les autres, comment il peut se construire lui-même? Parce que c'est toujours par rapport à comment, d'où il vient. Je viens de mes parents, s'ils ne sont pas intégrés, s'ils ne se sentent pas acceptés eux-mêmes, comment moi qui suis leur enfant, comment moi je peux me sentir aussi accepté, intégré. C'est ça. Donc je pense qu'il y a l'éducation, l'école, elle a un grand travail à faire là, avec les jeunes, avec les enfants, mais il y a aussi l'État qui doit vraiment apporter des programmes, pas seulement des petites associations qui sont comment est-ce qu'on dit, je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui s'occupent de ça, comme Appartenance. Il y a d'autres associations qui travaillent justement pour l'intégration. Mais ça, c'est très peu, même si c'est des associations qui sont parfois subventionnées par les cantons ou au niveau fédéral. Mais c'est peu par rapport à l'ampleur de la chose et par rapport au travail qu'il y aurait besoin de faire. C'est ça. Dans le fond, le type de débat qu'on mène ce soir, qu'on a mené, c'est peut-être une des contributions et une des manières de lancer plus loin et de faire avancer le débat. Je ne sais pas si vous avez encore une déclaration à faire sur le sujet. Moi, je pense que ce qui pourrait aider, à mon avis certainement, c'est dans le sens que vous disiez, c'est aussi
d'accompagner les enfants, les jeunes, pour arriver à comprendre et à combattre l'hypocrisie qu'il y a autour de l'intégration, qu'il y a autour de la discrimination. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la discrimination, le racisme implique toujours un rapport de force de quelqu'un qui opprime quelqu'un d'autre. Et c'est souvent lié aussi, au-delà des origines, à l'appartenance de classe, aux classes sociales. Pourquoi un Italien de Milan était mieux accepté qu'un Italien du Sicile? C'est parce qu'il était plus riche et puis l'Italien de Sicile était plus pauvre. Donc la discrimination, le racisme va de pair avec la pauvreté, avec l'appartenance du milieu socioculturel, économique, etc. Donc je pense que c'est important pour les jeunes, pour les enfants, pour les jeunes, de leur donner des moyens pour lire la réalité, puis de pouvoir s'y situer, et de leur permettre de s'approprier aussi de certains codes pour lire la société et de trouver ces ressources pour s'en sortir, pour comprendre quelles sont les voies pour s'en sortir. Parce que qui dit discrimination culturelle, souvent on dit discrimination sociale, de classe, etc. Et puis, parce qu'en étranger riche, il est toujours bienvenu en Suisse, puis il n'a pas besoin, il n'a pas de problème pour... En Indien qui travaille pour Philippe Maurice, il a beaucoup plus de facilité pour avoir un permis de travail que... Un Indien qui travaille au Manora. Voilà. Et ça fait comprendre, je pense. Je conclue ce débat en disant, bon, on a beaucoup parlé de la jeunesse et des efforts à faire de ce côté-là, c'est incontestable, mais pas oublier non plus que Connaissance 3, par exemple, s'occupe des gens du 3e âge et du 4e, et nous serons de plus en plus nombreux dans cette catégorie-là. Et c'est ces gens-là qui votent aussi beaucoup. Et c'est ceux-là qui ont le plus peur. Donc l'effort et le débat, il ne doit pas manquer de je veux dire, peut-être tout simplement de rassurer les gens, de leur montrer qu'on peut en discuter, qu'il y a quelque chose à en tirer, qu'il y a une richesse à faire et à cultiver à travers ces échanges culturels et intergénérationnels. Si vous êtes d'accord, on met un terme à ce débat maintenant. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley.